Murona Julie, bienvenue dans 2G Backstage. Merci Teddy, merci Olivier. Ouais, merci. Toute la team derrière vous salue, hein, même si vous ne pouvez pas répondre. L'idée, c'est qu'on puisse quand même parler de vous, comme des personnes incroyables. Et la rencontre l'est tout autant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés? Je pense qu'on s'est tapé dessus avant d'être amis. Absolument, on s'est rencontrés à la boxe anglaise, étonnamment. Et donc pourquoi la boxe anglaise? Ça dépend des personnes, mais pour ma part, moi, j'avais jamais fait de sport de combat. Ça m'était interdit par ma famille, qui était plutôt danse classique et équitation. Et puis, je pense qu'il y a une période, la boxe anglaise, tu as besoin d'évacuer des choses. Et puis, c'est pour ça qu'après 10 ans, tu arrêtes aussi parce que tu les as évacués et tu as mûri, tu as besoin de faire autre chose. Voilà. En tout cas pour ma part. Voilà, et quant à moi, je viens du taekwondo, enfin du tennis, et j'étais une ancienne championne de taekwondo. Et puis, quand on connaît un petit peu les arts martiaux, le vrai noble art, c'est la boxe. Et enfin, j'avais le temps et je me suis dégagé le temps surtout pour le pratiquer. Voilà. Donc là, on part de la rencontre avec le sport, la boxe, sur vos parcours individuels. Vous êtes du coup dans le secteur du sport. Est-ce que ça a toujours été quelque chose que vous avez voulu pratiquer ou bien c'est venu avec le temps, votre parcours, votre construction personnelle, le rapport au sport? Alors moi, le rapport au sport, il a été dès ma naissance, même dans le ventre de ma mère, parce que toute ma famille faisait de la compétition en équitation. Mon grand-père a des chevaux, mon oncle, ma mère. Et donc, si tu veux, je suis née, je pense qu'il y a 2 mois. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé la photo il n'y a pas longtemps. Celle-ci, tu parles Vous êtes trop fort, c'était ça les surprises. Allez, Alors non, là, c'était il y a bien plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'était un de mes derniers chevaux de Grand Prix qui était génial. Ce cheval, j'adorais. Et c'est très drôle parce que d'ailleurs, il porte le même nom que mon ex. Mais bon, c'est bon, c'est vrai, je confirme. Salut Ivan. Donc, voilà, j'avoue. Non, mais du coup, voilà, petite carrière dans l'équitation en tout cas. Et non, j'ai toujours été très sportive, ma famille a toujours été très sportive. Et en plus du cheval, j'avais clairement un autre sport à côté toujours. Donc j'ai fait du golf, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait vraiment tout sport. Et ça faisait vraiment partie de mon éducation. Ma grand-mère m'a toujours dit, mais tu sais, pour être en société, parce que c'est un peu, voilà, bonne famille, pour être en société, il faut savoir tout faire et être à l'aise avec tout. Et c'est vrai que tu vas faire un squash avec des amis, tu sais jouer au squash, tu vas faire un golf, tu sais jouer au golf. Et c'est vrai que ça aide. Voilà. Donc le sport a toujours été dans mon empreinte familiale. Et moi, j'aime ça en fait, réellement. Et puis c'est un échappatoire, ça te permet de beaucoup de choses en fait. Et tu as des valeurs de dingue dans le sport. Et toi, Mimouna? Alors moi, pareil, ça vient depuis petite, parce que moi, je suis roumaine, je suis née en Roumanie, j'ai eu une éducation en pays de l'Est. Et le sport, c'est tout aussi important que l'instruction. C'est au même niveau que l'école. Donc, dès petite, il n'y avait pas le choix, le sport. Moi, mon père m'a mis au tennis parce que très tôt, lui, il avait capté le truc, c'était pour le réseau. Il m'a dit, tu comprendras plus tard. Et moi, j'ai grandi dans une cité du 93, donc ce n'est pas le réseau tennis que tu côtoies habituellement. Et il m'avait dit dès le départ, tu verras, le sport, ça va toujours te servir. Tennis, tu comprendras après pourquoi. Sauf que, en fait, comme j'ai beaucoup apprécié le sport et à côté du tennis, tu avais toujours des entraînements physiques, donc toujours la course à pied et autres. Et j'avais envie de m'essayer un peu ailleurs et suivre un peu mes amis, que ce soit au taekwondo, à la danse. Donc j'ai fait pas mal d'autres sports et voilà, c'était quand même depuis le départ quelque chose de très ancré dans l'éducation familiale. Moi, j'ai une question. Vous l'avez dit, vous vous êtes rencontrés en vous tapant dessus. Mais à quel moment on finit par se taper dessus et devenir amis? Il y a quand même un espace-temps là, il y a un truc que je comprends pas là. Alors, en ce qui concerne les femmes à la boxe, quand tu as plusieurs catégories, on va dire, et c'est vrai que quand tu arrives dans des clubs où tu commences à apprendre, c'est vrai que tu as des filles qui n'ont pas spécialement envie de se taper dessus, et tu as d'autres filles, un peu comme nous, qui y vont, tu vois. Et voilà, on faisait partie de ces filles-là et forcément on était 3-4 et ça rapproche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les 3-4, on est toujours en contact avec elles et on s'entend toujours bien. Donc voilà. Ok, donc les 3-4, il y a ces cours de boxe. Caractère bien trempé, vous vous envoyez de bons cadeaux, on va dire ça comme ça. Exactement, voilà. Et à la fin de la séance, vous discutez, On débrief, On débrief, on se marre. Mais même quand on se met des coups. Ouais, on c'est ça rigole. le truc, c'est qu'on se marre quand on se met des coups. Tu vois, putain, la vache, c'était fort là. Tu vois. C'est déjà dans les KPI. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, je sais pas comment c'est passé. D'ailleurs, je sais même pas comment. Mais je sais pas. Ouais. Je sais pas parce que quand je suis très arrivée, naturel. moi quand j'ai commencé le cours à Vincennes, toi t'étais déjà là et je la voyais au loin. En fait, elle était t'étais souvent bien en rose.
Et de loin, je te vois, je me suis dit, mais c'est qui ces nanas bling bling rose comme ça, très girly, qui fait de la boxe. Et après, je l'ai vu boxer, j'ai vu son cardio, je fais ok. Et je me rappelle, c'était la première image que j'avais, toi, en mode, bon, petite minette encore qui fait de la boxe, tu sais. Et en fait, non, je fais ok, pas mal la nana. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure des cours, comme on s'est jaugé, et on a vu qu'on aimait bien se challenger, se taper dessus, entre guillemets, on a commencé à se voir en dehors, parce qu'on habitait à côté aussi. Exactement. Et à courir ensemble aussi. Ouais, elle m'a quand même avoué après qu'elle aimait pas courir avec moi. Après 1 an de course à pied, quand même. Voilà, j'aime bien être tranquille et pas parler et travailler mon cardio en même temps. Voilà, ça me fatigue trop. Si tu veux, moi, je faisais un monologue au bout d'un moment, donc bon. Tout à l'heure, Miruna, tu as parlé de tes origines roumaines et on va dire le 93 pour faire simple, même s'il y en a peut-être d'autres. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée toi, ton intégration justement en France et en particulier dans le 93 du coup? Ouais, alors complexe parce que lorsque j'ai... Enfin, dans le 93, à l'époque, la Roumanie, on connaissait pas. Maintenant, il y a une petite communauté qui est là. On est les Arabes d'avant, du futur. Enfin, voilà. J'étais parmi, en plus, les seules blanches. Et ce qui m'a aidée, finalement, c'était d'être roumaine et de m'appeler Miruna Vladescu. Parce que le racisme, tu le subis de toutes les manières. Enfin, le racisme, c'est pas que envers les Noirs et les Arabes. Et moi, ce qui m'a rapprochée, ce qui m'a permis de m'intégrer... dans cette cité, c'est le sport, parce qu'on me voyait toujours faire du sport et ça, je sais pas, il y a une espèce de respect où tu vois toujours la fille qui va aller s'entraîner tard le soir, le matin. Il y a une espèce de curiosité et de respect, surtout quand t'es une fille, une femme. Et puis, comment je me suis intégrée, on s'est tous... en banlieue, quand même, on a tous on va dire, des familles un peu particulières. Enfin, pas qu'en banlieue, d'ailleurs, partout. Mais il y a une très grande solidarité en banlieue qui fait qu'on est toujours ensemble, on s'aide toujours, on va toujours les uns chez les autres. On est souvent dehors, mais tous ensemble. Et il y a une grande entraide qui se développe du fait d'être un petit peu seul face à beaucoup de problématiques. Et c'est finalement la solidarité qui a permis de m'intégrer, de me rapprocher des gens très tôt, très vite. Mais ça, c'était en banlieue. Après, l'intégration en France, elle est peut-être plus facile et plus complexe à la fois. Parce que je reste blanche et que c'est facile. Sauf que Miruna Vladescu, venant de banlieue, il y avait aussi des codes que j'avais pas. Et elle s'est fait sur le tard, finalement. Toi, Olivier, justement, sur les codes, les fameuses barrières limitantes, alors je ne sais pas c'est quoi ton expression exactement, mais tu la diras. Quel est ton regard sur les jeunes de banlieue et justement les barrières limitantes qu'ils peuvent avoir? Je pense que je rejoins totalement Miruna dans son propos. L'important, c'est dans l'environnement dans lequel tu es. Être capable d'observer, comprendre les codes. On a tendance, notamment quand on vient de quartier, j'aime pas trop l'appellation, mais de milieux populaires, on va les appeler comme ça, à se dire il faut en faire 2 fois plus, donc être tout de suite dans l'action. Alors que parfois, c'est ce qui peut causer, entre guillemets, ta perte. Il faut être capable d'observer l'environnement dans lequel tu es, en comprendre les codes. Et une fois que tu as saisi les codes, ramener ta valeur ajoutée. C'est ce qu'on partage dans le cadre de nos actions avec Together. Julie, sur le rapport que tu as toi, au 93, est-ce que justement tu peux nous dire comment tu l'as perçu? Donc, tu n'es pas issu de l'immigration comme Miruna. Tu as peut-être moins ce rapport de banlieue comme l'a eu Olivier. Mais donc, toi, quel est ton regard justement sur le 93 et la façon de casser les codes dans ce département? Eh bien, écoute, c'est très drôle parce que je pense que tu m'aurais posé la question il y a 10-15 ans. J'aurais été, comme pas mal de personnes qui viennent de bonnes familles, dire « Ah, c'est bon, le 93, pas pour moi, merci ». Et en fait, en réalité, au fur et à mesure, et je pense que j'ai eu cette chance aussi d'avoir une éducation, parce que pour le coup, mon grand-père est immigré italien. J'ai quand même eu cette chance d'avoir dans mon éducation l'ouverture d'esprit et de m'intéresser à tout. Et si tu veux, là, quand on parle de l'ultra, je me suis énormément intéressée au 93, des personnes dingues, avec un potentiel énorme, un territoire qui est juste, alors, je dirais peut-être pas magique, mais où il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que les personnes que je rencontre, c'est des personnes top. Donc, si tu veux, mon regard, c'est un département comme un autre. Quand je dis comme un autre, c'est que chaque département a ses plus-values. Et je pense que le 93 en a beaucoup. Et les personnes issues du 93 aussi. Et la preuve, on est associés. Et je pense que nos différences, en fait, d'origine sont très complémentaires. Est-ce que ça a été naturel pour vous, déjà dans votre parcours personnel, puis ensuite dans votre rencontre,
est-ce que ça a été naturel pour vous de dépasser justement ces clichés, ces barrières qu'on peut avoir quand on est issu de milieux différents comme les vôtres? Oh, bah, je pense que oui, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que oui. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, on m'a toujours appris à être passe-partout. Donc, tu me mets autant dans un milieu très populaire, je vais passer, autant tu me mets dans un milieu très aisé, je vais passer aussi, je vais m'adapter. Puis, enfin, ouais, je sais pas, pour moi, ça, c'est naturel. Ouais, écoute, moi, il y a une petite subtilité que j'ajouterais. C'est qu'avec l'expérience et l'âge, j'ai appris qu'en fait, il faut rester juste aligné avec qui on est et pas chercher justement à rentrer dans les codes qui ne sont pas les tiens, les comprendre, les observer, les respecter, certes, mais pas dévier de qui on est. Et c'est là où on a le respect des gens et le respect mutuel aussi. À partir de quel moment tu l'as compris? Je l'ai compris, j'ai beaucoup expérimenté et je l'ai compris lorsque j'ai fini ma carrière au ministère des Armées, où j'ai tellement voulu intégrer les codes qui n'étaient pas les miens, que j'ai fini par me perdre de vue et j'ai développé alors une tumeur à l'œil gauche. Et la symbolique, elle est drôle puisque tumeur, déjà tu entends tumeur, mais c'est surtout en fait, tu te perds de vue, en fait, tu te perds. Et une fois que j'ai fini par comprendre ça, j'ai dû me réaligner et essayer de retrouver qui j'étais fondamentalement. Voilà, je l'ai quand même découvert sur le tard. Ok, on va en parler de votre expérience, vos expériences professionnelles, notamment le ministère des Armées, et toi du coup à GL Events par la suite. Mais avant de parler de vos expériences professionnelles, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la complémentarité de votre profil? Olivier et moi, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, mais... backstage. On est dans les backstage. Pour moi, il faut le dire. Quand on se rencontre la première fois, tous les quatre, non, déjà même avant, la première rencontre, on échange par mail, on échange juste par mail. Vous nous confirmez votre venue effectivement à l'un des galas qu'on a pu réaliser sur une de nos promotions à la mairie du 16. On ne s'était jamais vu. Les jeunes commencent à prendre la parole et on vous invite sur scène. On ne s'est jamais vu. Potentiellement, vous ne savez pas à quoi on ressemble, et nous aussi. Mais vous jouez le jeu avec un discours hyper impactant et surtout beaucoup de ce que tu dis à Miruna, beaucoup de bienveillance auprès des jeunes. Ça les met en confiance et après nous on déroule la soirée. Et je me rappelle très bien, on s'en parle à la fin avec Wendy et Teddy, on se dit Miruna, Julie, il y avait aussi Lionel qu'on salue. Heureusement, ils ont joué le jeu parce que sinon ils nous plantaient la soirée. Vous étiez les premiers à intervenir. Et vous avez joué le jeu, vous avez donné le là un peu de la soirée aux autres intervenants. Et derrière, on se rencontre effectivement dans un hôtel. Nous n'allons pas faire la promotion, hein. Pas de royalties là-dessus. Mais on se rencontre tous les quatre et on parle tout de suite de cette notion de complémentarité entre vous deux et effectivement Teddy et moi-même. Et les deux autres absents aussi, très grands, monsieur, Lionel et Wendy, qui aussi étaient complémentaires, très très grands. mais ouais, pour moi, cette question-là, en tout cas ce propos-là, est un peu symptomatique de la relation large qu'on peut avoir ensemble, c'est cette notion de complémentarité. Avant de détailler davantage, est-ce que vous pouvez nous dire votre rapport l'une envers l'autre sur cette complémentarité, en quoi elle fonctionne, comment elle est née, quels sont ses avantages, ses inconvénients aussi? Dites-nous. Comment elle est née le sport toujours, hein, c'est un super miroir. Déjà, on débriefe notre rapport au sport, à la boxe. Julie qui est vachement dans le challenge, dans la performance. Moi, même moi, j'ai eu du mal à mettre les mots, que c'était pas vraiment ça. J'aime bien le challenge, la performance, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien la beauté, l'esthétique, le plaisir en fait de faire un beau geste. Donc, on communique beaucoup sur ce qui nous anime au fond et on commence par le sport. Et puis, à force de courir ensemble, de parler de plein d'autres choses, on se rend compte qu'on a pas mal de de lignes rouges communes en termes de valeurs. Je te laisse rebondir là-dessus, mais je pense qu'en termes de valeurs, on en reviendra après par la suite parce que c'est ce qui nous anime sur le projet. Mais les valeurs qui nous relient et qu'on retrouve aussi dans le sport, c'est ce principe de solidarité, ce principe aussi de dépassement de soi. Et encore une fois, c'est pas que de la performance. Mais Ronald a un rapport beaucoup plus humain que moi. C'est pas vrai, elle est humaine quand même. Non, oui, C'était dur. Non, mais oui. Je pense que c'est vrai dans le sens où, tu vois, moi dans le business, je vais mettre aucun sentiment. Mais vraiment pas. Et d'ailleurs, parfois, ça la rend folle parce que je lui dis non, mais c'est des chiffres en fait. On doit mettre des chiffres derrière. Alors oui, il y a un rapport humain et je pense que, alors, tu pourras demander à mes collaborateurs, mais je pense que je suis une très bonne manager et je mets beaucoup d'humain dans mes relations avec mes collaborateurs. En revanche,
le business, ça reste du business. Et si tu veux, moi, je suis très factuelle. Et même dans mes relations humaines privées, et même avec Mirona, je peux avoir ce dépassement de se dire, ok, tout est factuel. Tu vois que Mirona me dit, mais arrête avec ton factuel, va voir derrière, va voir, je suis sûre qu'il y a un truc. Et c'est vrai qu'elle m'apporte beaucoup par rapport à ça, parce que j'apprends à aller un peu plus loin, même si parfois, bon, ça m'emmerde, hein, on va pas se mais elle m'apporte ça. Et je pense que moi, je lui apporte aussi parfois, je lui dis, attends, mais là, vas-y, ressens-toi sur vraiment le factuel. Et je pense que ça, c'est une bonne complémentarité qu'on a sur ce rapport humain. Alors, moi, je suis pas un monstre, hein, je te rassure. Mais voilà, j'ai ce côté très, très rationnel dans beaucoup de choses, en fait. Très cartésienne. Ouais, exactement. Ça me fait penser à Olivier et moi, du coup, je suis obligé. Mais Olivier, toi, le rapport, encore une fois, au factuel, aux chiffres, c'est quelque chose qui te parle. Même si tu as un côté humain en off, du coup, c'est pas du off. Parce qu'on va garder les micros ouverts. T'es quand même un tyran. Non. Mais grave, j'appelle le dictateur, mais oui. Mais grave. Et encore, elle te dit pas comment elle m'appelle vraiment. Oui, merci, je suis pas encore là. Ça va nous créer trop de problèmes. Mais Olivier, comme toi, Julie, a aussi un peu évolué dans son rapport à la chose factuelle, j'ai envie de dire comme ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait évoluer ton approche? À force de rester avec vous, hein. À force d'être avec... Détails sur nous, ça. Ouais, mais c'est ça en même temps c'est une richesse et c'est presque un poids et une contrainte d'être avec Wendy et Peggy, la reste bien évidemment de l'équipe. T'apprends aussi, je pense qu'en grandissant, tu le disais, Mirona, tu vois les choses différemment. Alors je vais faire ma 30 secondes de l'ancien du bar, mais avec le temps, tu apprends aussi à t'enrichir des autres, je pense. Là où peut-être que tu parlais de performance, de challenge, quand tu es plus jeune, tu as souvent l'envie de dépasser l'autre, tu es souvent dans la compète, et moi ça m'a permis, je pense aussi à un moment donné, d'avancer comme ça. Puis en grandissant, tu vas chercher d'autres choses, tu te rends compte que l'autre en face peut t'apporter, tu peux lui apporter, tu peux aller chercher d'autres choses aussi, et le fait d'être avec des personnalités, que ce soit Teddy ou Wendy au quotidien, qui sont totalement différents de moi, m'a aidé à ouvrir un peu mes chakras. Après, on se refait pas non plus, on reste quand même de bons dictateurs. Il y a du coup une place qui est importante dans vos profils d'entrepreneurs, hein, du coup incluant Olivier, c'est la place de l'autocritique, puisque qui dit complémentarité dit acceptation du profil de l'autre. Oui. Comment tu fais ton autocritique? Alors, comment je fais mon autocritique? J'avais plutôt commencé par nous, ce qui nous permet de continuer d'avancer et de garder ce lien de confiance, c'est avant tout la communication et le fait qu'on soit amis avant tout, et que je sais que Julie, tout comme moi, alors on le fait différemment, on écoute, on garde la communication, et même si ça fait chier, si ça fait mal ou quoi, eh ben on est ok, vas-y, on peut se dire les choses, dis-moi les choses, même si ça peut faire mal sur le coup, on sait que de son côté ou de mon côté, c'est jamais méchant. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est mal perçu, qui est mal compris, et on tient absolument à chaque fois à garder ce lien de communication. L'autocritique, ça processe tout le temps en permanence, en fait. Quand tu te prends soit des retours, ou tu vois qu'il y a des mauvaises compréhensions, des trucs qui butent, ça reste dans ton esprit. Donc moi, je laisse maturer, et je m'interroge tout le temps, en permanence, tout le temps sur tout. Donc c'est quelque chose d'assez naturel finalement, mais j'ai besoin ensuite de le confronter aux autres et d'en parler, de communiquer, mais il faut que j'ai un petit temps de process. Si tu veux, l'autocritique, je le fais tout le temps en fait. Et c'est assez marrant parce que j'ai l'air dans la vie de tous les jours de quelqu'un qui est assez sûr de moi, et au final, Miranda peut le dire, mais je suis pas du tout sûre de moi. Et je me pose toujours la question de se dire, putain, est-ce que les choix que je fais là, c'est les bons choix? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que voilà. Mais comme tu disais, on se refait pas. Moi, typiquement, tu vois, dans ma manière d'exprimer les choses, je suis très directive. Et je sais que les formes, c'est pas du tout mon truc, mais alors tellement pas. Et tu vois, je fais des efforts tous les jours, et à chaque fois je me dis putain, mais. Et parfois je lui dis, ouais, je suis désolée, là, je sais que j'étais hyper directive, mais je sais pas, c'est sorti tout seul, tu vois. Et donc en fait, je m'en rends compte un peu post-action, on peut dire, et on va en parler, et puis tu vois, même. Dans ma vie de tous les jours, il y a pareil, je me dis, bon, voilà, c'est vrai que ça, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un, enfin voilà, tu vois, j'essaie vraiment de me remettre en question et d'évoluer. Est-ce que le sport
qui suppose, quand on fait un peu de performance, on en parlait tout à l'heure, de se remettre en question pour progresser. Est-ce que le sport a pu vous aider dans votre façon d'accepter la critique et de changer certaines choses? Ah bah clairement, alors, je veux dire, moi en plus j'ai fait un sport qui est, comment te dire, qui ne dépend pas que de toi, parce que tu dépends d'un cheval, clairement. Hein, donc si le cheval, autant dire, il fait entre 800 kg et une tonne, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. Tu vas pas forcer un animal. Et donc oui, bah clairement. Puis si tu veux, quand tu commences à faire de la compétition tous les week-ends et tout, tu as un coach qui te critique tout le temps, qui te critique tout le temps. Il va te dire qu'il y a des choses bien. Mais vous avez fait du sport, vous avez des coachs, vous voyez exactement ce que je veux dire. Je veux dire, quand tu as quelqu'un qui te dit tous les jours faut que tu corriges ça, faut que tu corriges ça, faut que tu corriges ça, faut que tu fasses ça pour t'améliorer, pour aller là, pour machin, faut que tu fasses ça, et bah clairement, c'est ancré en toi de t'améliorer et de te remettre en question. Donc oui, le sport, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Et puis quand tu perds, tu perds. Hein. Donc tu peux pas dire non, j'ai gagné, c'est une faute de l'arbitre. Non, tu perds, en fait. Voilà, tu vois. Donc ouais, je pense que le sport, c'est hyper important pour ça. Oui, moi je la rejoins là-dessus. Complètement, le tennis, les entraînements en permanence, même à l'époque, mon père il a trouvé le moyen de me filmer pour tout. À l'époque, il y avait des téléphones portables et tout, bon, vraiment quoi. Ah non, c'était non, je te rassure, mais j'avais une caméra, j'ai retrouvé la caméra dans le grenier. Donc ouais. Et toujours en train de chercher la perfection, ce qui à force finalement a quand même quelques répercussions un peu négatives sur la confiance en soi, sur tout ça. Il faut accepter que la perfection, elle est justement dans l'imperfection, mais c'est pas évident. Donc c'est ça le sport de haut niveau et tout, c'est t'es jamais parfait quoi. On va y revenir du coup à la recherche de la perfection. Je pense que je regarde Olivier, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais... Non, moi j'accepte. Ouais, d'accord, t'as raison. Mais juste avant, il y a une question qui est importante pour nous, encore une fois, qui est en miroir, en écho en tout cas à ce que nous on vit dans nos vies professionnelles. Vous êtes amis, bossez. Oh, ça allait être ma question aussi. Bosser avec son ami. Comment ça se passe? Pareil, avantage et inconvénient. Moi, je peux rajouter à ta question, si vous avez 3 conseils à nous donner pour bosser avec ses amis ou son ami. La communication. Ouais, c'est la base. Tu en gardes pas les trucs. On garde vraiment pas les trucs. Mais des trucs cons, hein. Mais on les garde pas, on se les dit. Alors oui, ça fait mal parfois, ça picote. mais au moins on se les dit et il n'y a pas un truc qui monte en fait. Tu vois, parce que si tu gardes, à un moment ça monte et ça explose, donc c'est pas possible. 3 conseils, voilà. On les a pas tous trouvés pour l'instant, je te rassure. Okay. On va pas se mentir. Mais ça fonctionne déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais si, ça fonctionne. Mais tous les jours, on se parle, tous les jours, on essaie d'améliorer le truc, on essaie de trouver les fonctionnements, je sais pas. Ouais. Alors moi, je rajoutais le côté pour nuancer un peu, parce qu'on est authentique et on a les filtres et tout, c'est le but pour la transmission. Effectivement, je pense que ce qui nous préserve, c'est parce qu'on est amis, parce qu'on a lien de confiance et on sait qui on est fondamentalement, on n'est pas des mauvaises personnes et on sait que ça sera jamais contre l'autre ou quoi, ça sera pour nous. En revanche, Julie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on passe beaucoup de temps à parler boulot, parce que ça occupe l'ensemble de notre vie en ce moment, et tout le côté personnel qui nous rapprochait, on n'a plus le temps. Okay. On essaye de le trouver, mais finalement... Regarde hier. Non mais tu sais, j'étais en train de calculer le nombre de vocaux qu'on se fait par jour. Je pense qu'on est à plus de 100 vocaux par jour. Facile, mais que boulot pratiquement. Que boulot. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit, vas-y là, on se pose, on essaie de parler perso, et au final, tu as le gros boulot qui revient, tu vois. Ça, on est obligé de rebondir là-dessus. On pense aussi à Wendy, du coup, qui est en backstage, là, typiquement. Mais notre rapport, nous, au sein de Together, sur justement notre rapport amical et la place du job dans nos discussions fait que le boulot prend beaucoup plus le pas. Olive, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comment on arrive à maintenir finalement une relation amicale qui est dominée par une situation professionnelle? Je partage totalement le propos du Mourona. Je pense que tu sais fondamentalement les personnes avec lesquelles tu te trouves, donc ça te permet de préserver la relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Après, tu as un principe de réalité, c'est que nous 3, par exemple, Wendy, toi et moi, effectivement, même chose. La dernière fois qu'on a pris un déj où on a juste parlé de nos vies, ça fait hyper longtemps. Mais c'est parce que je pense aussi que tu as la passion. Tu vois, c'est pas au-delà de conversations que tu peux avoir dans un schéma plus traditionnel ou quand c'est pas tes projets. Tu fais un peu du commérage. Là, c'est parce que tu es passionné. T'es dans le truc, t'as toujours envie de progresser. Justement, tu parlais de performance. En fait, la performance, c'est comment t'as envie de faire progresser les choses, de les faire avancer.
Et oui, à un moment donné, tu te dis, vas-y, on parle de la vie, mais en fait, ton projet, ça devient presque une extension de ta vie. Vous connaissez votre relation par cœur, mais les autres, que ce soit vos collègues ou vos partenaires, ne la connaissent pas. Et parfois, le fait que... est-ce que c'est pas un peu frustrant que votre relation ne soit pas suffisamment comprise ou est-ce que vous le ressentez comme ça parfois? J'ai l'impression qu'on est tellement différentes et complémentaires que ça se voit tout de suite. Ouais. Et que les gens se disent, on comprend tout de suite la combinaison. Et que si la combinaison marche, c'est parce qu'il y a la profonde amitié derrière. J'ai l'impression. Non, mais moi aussi, je suis assez raccord là-dessus. Peut-être même rajouter un truc par contre sur la question des inconvénients et des avantages. Je pense qu'on aura, moi en tout cas pour ma part, et je pense que Mirona aussi, on n'aurait pas le même comportement si on n'était pas amis. Moi, il y a des choses qui ne seraient pas du tout passées, clairement Oui, pas. c'est sûr. Alors, je vais te dire... non, mais blague à part, tu vois, en termes de business, je pense qu'il y a des moments où elle m'aurait trépé, je l'aurais trépé, si c'était pas mon ami. Et je pense que le projet, d'ailleurs, je l'aurais arrêté avant. Si c'était... Enfin, tu vois, je pense que oui, ça a des inconvénients d'être associé en tant qu'ami, mais je pense que ça a aussi des avantages parce que tu sais, comme tu disais, tu sais avec qui tu le fais et tu laisses passer plus de choses et au final, ça va plus loin. Olive, toi, là, je parle en particulier de peut-être nos vies pro de l'autre côté. Est-ce qu'on peut ressentir une forme de frustration quand on a souvent des commentaires sur vous êtes toujours ensemble en binôme? Ah oui. Ouais, je parlais de ça. Est-ce qu'on peut ressentir une frustration et comment finalement on y fait face? Je pense que la frustration, elle peut venir du moment où tu n'es pas reconnu, quand tu as l'identité de binôme ou de trinôme, et puis tu as ton identité individuelle. Mais si toi tu en es conscient, c'est ok. Le plus difficile, là où je te rejoins, c'est de la rappeler au monde, dans sa globalité, que oui, vous êtes un binôme, mais tu es aussi une personne, et que, comme tu l'as dit, parfois vous n'êtes pas d'accord, parfois vous prenez la tête, et que même si on peut rester tous les trois ensemble, parfois on a des avis différents. Par contre, ce qui nous réunit, c'est cette amitié déjà, 2, la passion, et 3, le projet. En tout cas, au Sound Together, sur toutes les actions qu'on mène, tu ne cesses de la répéter, Wendy aussi, et je vais dans l'autre sens parce que j'ai pris plein de maturité. Je suis d'accord, c'est le projet qui doit prédominer. Le projet. Alors, tu vois tout ce que je veux dire. Vas-y. C'est très intéressant ce que tu dis là parce que ça faisait partie d'un de nos axes de communication. Pour moi, c'était important d'incarner le projet, c'est-à-dire que chaque profil, le mien et le sien et le mien soient identifiés pour sa juste valeur et pour Julie pour ce qu'elle est, moi pour ce qu'elle est. Et Julie était, mais on s'en fout, c'est le projet, c'est pas nous, c'est le projet. Et moi, absolument pas d'accord avec ça, parce que pour ma part et mon expérience me fait dire qu'il faut incarner les choses. Il faut que, c'est pas n'importe qui est derrière le projet. C'est important qu'on distingue bien les personnes et que les gens aient bien ça en tête. Et ça a fait partie de... Ça fait toujours. Ça fait toujours. On peut le dire. Ouais. Et on peut balancer. Oui, complètement. Et des fois, effectivement, la vision haute, elle est commune. Mais comme effectivement, nous sommes des personnes différentes avec des visions aussi différentes, eh bien, l'alignement, des fois, il peut être compliqué ou complexe. Mais on y arrive grâce à la communication. Mais il est toujours balançant. Mais c'est normal. On va passer à la place de l'entrepreneuriat dans vos parcours, puisque ça n'a pas été de base l'axe qui a été choisi par vous deux, si je ne me trompe pas. Vous avez d'abord commencé, ministère des Armées notamment, mais pas que, GL Events pareil notamment, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous dire, en commençant par Miruna, comment s'est passé globalement ton parcours au sein du ministère des Armées et qu'est-ce qui t'a incité finalement justement à en sortir pour te diriger vers la voie de l'entrepreneuriat? Ok, alors moi, depuis le départ, le chômage me faisait peur. Moi, j'ai eu... ma mère verra peut-être cette vidéo ou pas, j'assume totalement. En fait, elle a basculé dans l'alcoolisme et la dépression suite à la perte de son travail, et très tôt. Donc, je me suis dit, mais jamais de ma vie, moi, je vais être au chômage. Donc, c'était là, faut que je trouve un métier ad vitam aeternam. Et puis, mes études m'ont porté de toute manière vers les relations internationales. J'ai découvert la fonction publique. Moi, je vais là-bas et comme ça, je suis tranquille à vie. Bon. J'ai évolué là-dedans 13 années. Je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail de ce que j'ai fait, parce que c'est long après. Bon, dans les relations internationales et notamment dans ce qu'on appelle la stratégie d'influence, le côté soft power,
la partie rayonnement visible du ministère. Donc au fur et à mesure, voilà, j'ai évolué, j'ai grimpé, certes, mais on est toujours bloqué par la vision des autres. C'est la vision politique, c'est la vision, certes, politique nationale, mais elle se décline avec les égos et avec les chefs différents. Et c'est très frustrant parce que tu continues, toi, à évoluer, à définir ta vision politique au sens grande politique. Hein. Je ne parle pas de petite politique politicienne. Et tu n'es plus d'accord, tu n'es plus en accord, tu n'es plus aligné. Et moi, quand je suis rentrée au ministère des Armées, je l'ai fait aussi parce que je me suis dit, je vais dans le système et je vais pouvoir modifier le système. Oh, ça, c'est... J'ai cru. Voilà. Et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Je me suis dit, j'ai peut-être pas le bon niveau de grade qu'il faut. Et donc, je me suis dit, je vais passer l'ENA. Enfin, pour passer l'ENA, il faut faire une prépa. J'ai passé la pré-prépa. Enfin, bref, c'était assez complexe. Alors que j'étais... moi, je suis maman célibataire de deux garçons. J'ai bossé comme une folle. J'ai passé le concours. À l'écrit, je les ai. À l'oral, je me prends une grosse claque. J'ai une note éliminatoire alors que je fais un oral tout à fait très bon. J'ai mes notes d'écrit après où j'avais cartonné. Donc, en gros, je comprends qu'en fait, on m'a éjectée, en fait. On m'a mis une note éliminatoire parce que je ne rentrais pas dans le cadre. Et ils ont bien fait, par ailleurs. Et là, je me suis interrogée, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recommence une année de travail à fond et je retente le concours et j'essaye d'aller là où on me dit « t'as pas ta place » ou est-ce que je vais voir ailleurs, finalement ? Et j'avais aussi un autre sentiment, une espèce de poids comme ça, une espèce de sentiment de dette envers la France. C'était le pays qui avait accueilli mes parents, qui m'avait accueilli et j'avais besoin de servir... l'intérêt général. Et c'était pour ça aussi que je voulais aussi servir l'État. Et là, je me suis réveillée, je me suis dit, mais une dette, n'importe quoi, mais d'où elle me sort cette dette ? Pas du tout. T'es né là où tu es né et tu grandis là. J'ai pas de dette envers l'État, ou en tout cas, je l'ai fortement récupérée. Et puis là, je me suis dit, je vais aller voir ailleurs. Et c'est là où je décide de basculer dans le privé. Et un cabinet de conseil est venu me chasser. Et là, j'ai fait le passage. Voilà. Okay. Mais à ce moment-là, je ne suis pas entrepreneur. T'es pas encore entrepreneur à ce moment-là. Mais du coup, quel est le moment ? Donc, on comprend que ministère des Armées, ça ne colle pas à ton aspiration, à tes convictions. Finalement, ça ne colle plus. Ouais. Le concours l'ENA, finalement, pour X raisons, c'est pareil, ça ne colle pas non plus. La prépa, je n'étais même pas prépa de la prépa de l'ENA. Vous voyez le système français, c'est même pas... ouais. On suppose du coup que c'est la volonté d'avoir ton chez toi, de travailler pour tes convictions qui t'a amené vers l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est ça ou il y a un autre raison ? Oui, parce que dans le privé, je me retrouve confrontée finalement à la même chose. Pareil, la boîte, elle marche très bien, mais c'est la vision que les dirigeants portent, c'est pas du tout la mienne. Comment ils la déclinent dans leur rapport à l'autre, ça va pas du tout non plus. Donc tu dis, ouais, t'es beaucoup mieux payé, t'as l'impression que t'as plus de marge de manœuvre, mais pareil, t'es contraint avec une vision avec laquelle t'es pas aligné. Et là, je me dis, ouais, non, en réalité, moi, je vais porter ma vision et je vais œuvrer pour ma vision que je vais partager. Et c'est là où je décide effectivement de faire mon cabinet de conseil. T'as le droit de dire, c'est grâce à Nora, non ? C'est vrai. Non, très, très justement, c'est très vrai parce qu'à force de courir et de parler, comme quoi j'arrive à parler ensemble. Mais j'étais fatiguée. Voilà. Mais à force de... Oui, c'est Julie qui me plante la graine, qui me dit, mais Miranda, mais pourquoi tu montes pas ta boîte et tu fais ça, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi Et moi, en mode, oui, tu passes du fonctionnariat, salariat, où t'es tranquille, là, putain, faut que je monte ma boîte, mon business. Julie, t'as monté ta boîte avant Miranda, c'est ça ? Ouais. Pas 2 ans, je crois. Je sais pas, je crois 2 ans avant, je pense, ouais. Okay. Et du coup, ça se passe comment ? Donc, parce que toi, pareil, un gros parcours chez GL Events, on suppose des conditions confortables, mais pour autant, tu décides de monter ta boîte. Donc, même question. Chez GL, justement, parce que je suis rentrée, j'étais technico-commerciale pour des stands, tu vois. J'avais l'impression de vendre des aspirateurs, je détestais ça, mais vraiment, j'avais un patron à l'époque, N+1, même +2 d'ailleurs, qui était top, et je lui dis écoute, franchement, moi aller vendre des aspirateurs ça me fait chier, c'est pas ce que je voulais du groupe, et tu vois, ça faisait 6 mois que j'étais dans le groupe. Il me dit mais attends, c'est pas que ça, le groupe part sur un projet à l'étranger, donc il m'envoie au Canada sur les Jeux panaméricains, et là je me dis ouais, en fait ça c'est trop cool, ça c'est le groupe, et c'est pourquoi je suis venue dans le groupe, et tu fais de l'ensemblier, tu fais des trucs de fou. Et voilà, et par chance, la petite BU de GL dans laquelle j'étais, qui ne me plaisait pas du tout, a été vendue, et mon directeur m'a récupéré sur une autre enceinte du groupe, une autre business unit. Et j'évolue, je fais des grands projets, des Coupes du Monde, des Euros, enfin voilà, et je me dis c'est trop cool, je récupère des grands comptes, je récupère voilà, plein de super grands projets, jusqu'à Paris 2024, le Grand Palais éphémère, donc vraiment super évolution dans le groupe, qui reste un groupe... que
que j'apprécie énormément, qui m'a amené énormément en termes de technicité, de savoir-faire, d'évolution. Et j'ai eu la chance en plus d'avoir un patron, si me voit Christophe, qui a toujours été très fort caractère, mais un leader et un mec qui t'apprend énormément. Et je pense qu'il m'a appris beaucoup. Et je sais pas, tu vois, ça faisait quasiment 10 ans que j'étais dans le groupe. Je voyais des vieux de la vieille qui sont là depuis 25 ans et je me dis, je sais pas si j'ai envie de rester 25 ans dans un groupe parce que c'est vrai que c'est un type de groupe que tu restes toute ta vie. Quand tu passes ces 10 ans, en fait, tu t'y restes toute ta vie et je me suis dit, bon, vas-y, j'ai envie de changer. Je sais pas vraiment ce que je veux faire. Je me dis, peut-être un peu d'architecture d'intérieur, je fais une formation, machin et tout. Et en fait, on va pas se mentir, moi j'irais des personnes qui pour 3000 balles te font chier, ça m'emmerde royalement. Donc je me suis dit non, je vais pas faire ça, je vais rester dans ce que je sais faire, l'événementiel, et en plus je vais rajouter ce que j'aime moi, c'est le sportif. Parce que dans le groupe, t'avais que de l'overlay, t'as pas vraiment la partie sport. Et voilà, et donc du coup je me suis spécialisée là-dedans. J'ai un ancien client qui vient me chercher pour les jeux, et voilà, donc c'est parti comme ça. On suppose donc, on est même certain que le fait de basculer dans un schéma où vous n'avez pas de filet de sécurité, l'entrepreneuriat au début, ça n'a pas été quelque chose. Ouais. On va pas se mentir, tu n'as jamais de filet de sécurité. Hein. Ça n'a pas été évident. Quel est votre regard, d'une façon générale, sur l'entrepreneuriat en France? Est-ce que vous considérez que globalement c'est facile de se lancer ou bien c'est quand même le parcours du combattant? Moi j'ai même une question complémentaire à celle-ci, un peu plus provocatrice. Dans le fabuleux dessin qui nous est réalisé sur les différents réseaux sociaux, où l'entrepreneuriat c'est trop cool, tu fais plein de beaux projets et tu vis d'amour et d'eau fraîche, est-ce que c'est vraiment ça? Bien sûr, tu vis d'amour et d'eau fraîche quand tu dors après 23h et avant 6h du matin, quoi. Voilà. Alors je pense que c'est facile de monter sa boîte, c'est sûr. Par contre, de la faire perdurer, c'est beaucoup moins facile. Et d'avoir une boîte qui fonctionne et qui cartonne et qui te permet d'avoir la vie que tu veux avoir en fait en montant ta boîte, c'est encore moins facile. Mais on y arrive, hein. Enfin, il y a plein de gens qui y arrivent et je pense qu'on fait partie des personnes qui y arrivent. Mais non, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, je pense pas en tout cas. Voilà. Non, mais souvent, alors, on parle de la notion de sacrifice, dès lors qu'on a un objectif qui est assez élevé, en tout cas à travers vos parcours tels que vous les avez décrits, on sent une vision, deux, une passion, et trois aussi, c'est pas un mot, je sais que souvent il y a quelques sujets avec ce mot-là, c'est le mot ambition. Vous avez une ambition, on parlera de l'Ultra, c'est un projet en tout cas que nous on trouve aussi hyper ambitieux et hyper innovant et intéressant. Mais comment justement on fait face? Comment on se dit, ok, on a cette ambition, on a cette vision, et je suis prêt à, entre guillemets, payer tel prix? Est-ce que vous avez dû passer par cette case-là, payer un prix à un moment donné, pour faire avancer votre projet, ou jusqu'ici ça va? On est en train de le payer, non? Je voudrais revenir après sur l'entrepreneuriat. Parce que, alors, comme vous le savez, moi je suis très active au sein du réseau Entreprendre. Ouais. Le réseau Entreprendre, c'est un réseau qui accompagne les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui vont créer de l'emploi. Donc moi, je suis l'administratrice au sein du réseau Entreprendre 93, mais j'accompagne aussi celui de la région Île-de-France. Et parce que les entrepreneurs ne doivent pas rester seuls et parce que c'est compliqué de monter sa boîte et parce qu'ils ont besoin d'accompagnement, ce réseau-là, lui, va à la fois apporter une aide financière près taux zéro. Donc déjà, c'est un fort rapport pour des projets avec un minimum de création de valeur ajoutée sur le département ou sur les autres départements. Moi, j'accompagne dans ce cadre-là une personne qui a monté sa boîte pendant 2 ans. Donc, 2 ans, tu joues le coach, c'est vraiment un travail parce que tu apprends aussi en fait de soutien moral, éthique, matériel et professionnel pour le coup. Et ce réseau, comment il fonctionne avec des chefs d'entreprise. Ils payent comme moi leur cotisation, hein. On est plus que bénévoles, on est contributeurs, on donne de notre temps, on donne beaucoup aussi, on accompagne comme on peut, et la plupart des chefs d'entreprise qui sont dans ce réseau-là, c'est pas du tout non. Par exemple, le réseau Entreprendre, on a comme partenaire principal, on a Hermès, on a Paprec, on a aussi des entrepreneurs qu'on connaît moins, mais qui ont à cœur d'aider l'humain, parce qu'ils savent lorsqu'ils ont monté leur boîte, que s'ils n'avaient pas été accompagnés, s'ils n'avaient pas eu le rapport et le soutien moral humain, ça n'aurait pas fonctionné. Et donc ce réseau-là est très beau par les valeurs qu'il véhicule. Et d'ailleurs, on choisit les gens, non pas pour le projet, alors oui, il faut qu'ils soient un minimum viables, bien sûr,
mais on va chercher l'individu parce qu'on est capable de percevoir si les soft skills, enfin, comment on dit, les qualités humaines de l'individu vont faire qu'il va y arriver, on va l'accompagner pour, même s'il lui manque quelques qualités matérielles ou business. Tout à l'heure, tu parlais de la place des valeurs dans votre projet entrepreneurial, qui finalement vous a incité aussi à créer votre projet, à le développer, et qui suppose de vous engager personnellement dans tous les sens du terme, santé, relations personnelles, etc. Vous, qu'est-ce que vous avez dû engager pour développer votre projet? En gros, comme l'a dit Olivier, pour refaire la question à nouveau, qu'est-ce que vous avez dû sacrifier? Et ben, on est en plein dedans, nos boîtes quasiment, parce que tu vois, le projet aujourd'hui, il nous prend 100% de notre temps, et qu'on n'a pas le temps de développer nos boîtes à côté, ce qui est alors, problématique, oui, non, parce qu'on sait pourquoi on le fait, mais ouais, on sacrifie beaucoup. Moi, tu vois, je fais beaucoup de sport, je sacrifie aussi des heures de sport, qui est pourtant très important pour moi. Ma vie perso aussi un peu, tu vois, c'est... alors je rentre un peu plus dans le détail, mais tu vois, chez GL, typiquement, j'ai toujours eu des problèmes de vie perso parce que je passe un temps dingue au travail, parce que je suis quelqu'un de très passionné dans mon travail. Je vais mettre plus de ma personne que les 3/4 des personnes qui sont autour de moi dans un projet, en fait. Et forcément, bah, tu mets de l'implication, voilà, donc tu sacrifies plein de choses. Mais en même temps, bah, t'es hyper épanouie parce que moi, je me lève le matin, je suis trop contente, je kiffe ce que je fais en fait. Et ça, je pense que, ok, tu sacrifies des choses, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus de se lever le matin et de se dire, ouais, cool, aujourd'hui je vais faire ça. Est-ce que ce qui compte, c'est plus la question classique, est-ce que c'est plus finalement ce que tu dis, le fait de se lever le matin, de faire le chemin et de prendre du plaisir dans le chemin? Est-ce que c'est plus ça qui compte ou bien le résultat final? Le politiquement correct dirait... Non. Bien évidemment, c'est le cheminement. Non, il y a quand même le résultat final qui compte parce que on y met un putain de pognon dedans. Donc si tu veux, à la fin, il faut quand même pas qu'on soit à la rue. Voilà. Non, je pense que les deux sont importants. En vrai, les deux sont importants parce que le projet, alors oui, il y a plein de valeurs qui sont géniales dedans et franchement, on kiffe, tu vois, on aime trop notre projet, il est trop beau, on rencontre plein de gens de fous dedans. Mais si ça fonctionne pas, on est dans la mouise toutes les deux. Hein. Donc je pense que ouais, le résultat final est quand même important. Olivier, t'as peut-être une question, mais j'en ai une juste avant. Nous, c'est pareil, on s'engage dans ce qu'on fait pour Together. Comment, pour toi, il se concrétise, il se matérialise ton engagement? Qu'est-ce que, pareil, finalement, tu dois sacrifier pour parvenir aux objectifs qu'on s'est fixés? Je te dirais, j'ai sacrifié mes cheveux. Toi aussi. Non, mais alors tu ne le perçois pas comme du sacrifice, je pense, comme des efforts plus que comme du sacrifice. Tu dis peut-être naïvement aussi que ça va finir par payer. Peut-être que finalement non, mais là je reçois un peu Julie. Enfin, à la fin, il faudra quand même avoir un résultat. C'est vrai, les process c'est important, mais il faut quand même avoir un résultat. Mais c'est du temps pour faire des choses peut-être personnelles, du temps que tu prends pour toi. Tu as parlé du sport. Moi je ne le sacrifie pas, mais je pense que par ricochet, je sacrifie un peu de ma santé parce que tu essayes de tout faire rentrer dans un espace-temps qui est très réduit. C'est aussi des moments de vie que tu peux oublier. Et là, ce qui est important, ça rejoint un peu le cheminement que tu as évoqué, Miruna, dans ton histoire, c'est faire attention malgré tout à ne pas t'oublier dans tout ce que tu fais. Te dire, ok, j'ai le sens, j'ai les valeurs, il y a le résultat aussi qui est important. Je sais pourquoi je le fais, mais attention quand même à ne pas t'oublier. Parce qu'on peut s'oublier derrière un projet, on peut s'oublier et à la fin de se dire, ok, mais pourquoi je faisais ça? Quelle est la place de l'ego dans tout ça? L'entrepreneuriat, c'est un peu comme le sportif, c'est aussi une compétition avec soi-même, c'est se prouver qu'on peut y arriver. Quelle est la place de l'ego, en tout cas selon vous, dans votre projet? Alors c'est un bon exercice. Il y a du bon et du mauvais ego. Il n'est pas mauvais, c'est pas mauvais d'avoir l'ego et puis il y a un côté aussi où il faut mettre ses limites, il faut aussi avoir confiance en soi et des fois ça peut être perçu effectivement peut-être comme de l'ego, mais je sais pourquoi elle rigole et c'est pour ça que je vais y aller, c'est important à transmettre ça aussi. C'est-à-dire que nous on a des métiers effectivement très différents et des besoins de reconnaissance différents. Dans les relations publiques et dans le lobbying, je suis une porte d'entrée, ok? Donc il faut qu'on reconnaisse que ça passe par Miruna. Et des fois, tu as des espèces de protocoles. Moi qui n'aime pas les codes, tu as quand même un minimum de façon diplomatique de faire les choses. Et effectivement, récemment, j'étais pas dans la boucle. Elle me dit, on s'en fout, ces projets. Je dis, non.
Non, il fait ouais, mais c'est ton ego. Non. En fait, moi, ma crédibilité, ma légitimité, c'est parce que ils savent que c'est par moi que ça passe aussi. Et que le projet, c'est elle et moi. C'est pas juste le projet. Et c'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. Elle fait des choses très concrètes, très opérationnelles, très matérialisées. Donc on voit ce qu'elle fait véritablement. Moi, toutes les mises en contact, les relations, les portes que j'ouvre, le temps que je prends avec les gens pour bien comprendre les synergies, pour faire les passes, des passes D par la suite, ça c'est moins concret finalement. Sauf avec les gens avec qui tu œuvres. Et ça, il faut que ça soit reconnu. Et oui, c'est de la reconnaissance. C'est du l'ego, mais c'est du bon ego pour ma part. Mais je comprends que ça peut soit pas être compris par d'autres, ou soit que ça met du temps à comprendre. Mais voilà, c'était aussi ça fait partie aussi un des sujets. Après, moi, je pense qu'on en parle souvent parce que c'est vrai que là-dessus, je la picote très souvent en disant putain, mais c'est ton ego, t'as un besoin de reconnaissance qui est dingue, on s'en fout. Et c'est vrai que je dis souvent, on s'en fout, c'est le projet en fait. Et elle m'explique ce qu'elle vient de vous expliquer tout le temps. Alors que moi, tu vois, je suis à l'opposé de ça parce que moi, alors, si on me voit pas, ça me va très bien. Moi, que les gens connaissent mon nom, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je suis travailleur de l'ombre, tu vois. Mais voilà, et du coup, ouais, là-dessus, je sais pas, l'ego, je pense que j'en ai beaucoup dans le sport, bizarrement, parce que je suis compétitrice dans l'âme. Pour le coup, tu vois, on m'a souvent demandé, mais tu n'aimerais pas remonter à la cheval. Enfin, franchement, monter à la cheval pour faire ton plan sur la carrière, ça me fait chier. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, j'ai toujours monté des chevaux et j'aime l'animal en soi, hein, mais j'ai toujours monté dans un but, dans un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de compétition, ça n'a pas d'intérêt pour moi, entre parenthèses, tu vois. Par contre, dans le travail, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, et j'ai pas spécialement besoin de reconnaissance, en fait. Ça, moi, pourquoi je m'en fous vraiment dans le travail, la reconnaissance, elle vient quand tes clients te rappellent en disant, bah voilà, t'as géré un super projet, et je te rappelle toi. En fait, c'est ça ma reconnaissance, tu vois. Mais après, qu'on connaisse mon nom, que je sois reconnue pour ce que j'ai fait, je m'en fous, en fait. Peut-être travailleur de l'ombre, mais tes actions, en fait, produisent des choses concrètes, matérielles. Les mises en œuvre matérielles, le montage d'un événement, c'est matériel, tu le vois. Moi, je suis une travailleuse de l'ombre, hein, je suis pas une politicienne qu'on voit partout. Moi, je vais œuvrer, je vais donner de la force aux gens, je vais aux institutions, aux boîtes. Et en fait, c'est du travail de l'ombre, sauf que moi, je ne produis pas, je ne crée pas de mes mains quelque chose, je crée autrement et différemment. Et donc, pour faire appel à moi, il faut bien qu'on sache qui je suis. Et c'est toute la subtilité. Et c'est pas de l'ego, oh, je suis la meilleure, quoi, c'est pas du tout. C'est, voilà, moi, je suis capable, ce qui va me permettre d'être identifiée. Voilà, c'est juste la nuance que je voulais apporter. Et comme c'est des métiers très différents, pour le coup, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'on fait pas du tout la même chose, mais c'est pour ça qu'on est très complémentaires, en fait. On en revient à la complémentarité, effectivement. Là, tu parles de la question de l'influence, on va y venir. Mais juste avant, Olivier, peut-être une question pour toi sur la place de la compétition. Moi, je te connais comme un compétiteur hors norme. Ton ego, tu le mets au service de quoi ? Du projet, premièrement, je pense. De nos ambitions aussi. Je pense que dès lors qu'on communique sur les ambitions qu'on a pour Together, c'est de voir comment on peut y aller. Il peut m'arriver d'avoir tort. On va en parler aussi juste après, je pense, sur l'Ultra, parce que nous, on parle du projet depuis tout à l'heure, parce qu'on le connaît, mais tout le monde ne le connaît pas, et c'est comment le mettre en avant. Mais nous, avec Together, les trois, quand on s'est assis et qu'on définit les projets, c'est de voir aussi comment on a besoin d'aller chercher des profils complémentaires par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à ce qu'on ne sait pas faire aussi. Et l'ego, c'est être capable de se regarder dans le... Mais ça rejoint la communication. De dire, ok, t'es mon ami, Wenji, t'es mon ami, t'es intelligent, mais moi, si je pense ça et que je pense que c'est mieux pour le projet et que ça va nous faire avancer plus vite, je vais te le dire. Et plus que je vais te le dire, on va le faire. Parfois, ça a des limites. Parce que, comme toi, comme Wenji, vous avez aussi des avis différents et aussi, excusez-moi, on coupera ça au montage, un putain d'ego. Parfois, tu peux avoir des discussions tendues, c'est peut-être pas le mot, parce qu'on est tous intelligents et tous des adultes, mais des discussions où ouais, chacun fait prévaloir sa position. Et il en faut, je pense. Il faut des petits coups de gueule, parfois de temps en temps, en disant hey, tu vas pas dans le bon sens. On en revient encore une fois à la place du sport. Individuel ou collectif, le rapport à la tension qu'on peut avoir avec son coach, avec ses coéquipiers, qui sont parfois des moments qui permettent d'exprimer des choses pour corriger des actions qui devaient être faites. Et dans le même temps, le sportif, le compétiteur, qui, de par son ego, doit être convaincu que de toute façon, ce qu'il fait, c'est dans la bonne voie. En tout cas, qu'il est dans la bonne direction pour s'auto-convaincre peut-être de performer. On va passer effectivement à l'ultra, quand même, pour parler du projet, mais c'était important de comprendre aussi qui vous êtes, votre complémentarité et tout ce qu'on a dit auparavant. Sur l'ultra, on voit
photo derrière. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot donc sur le projet et ce que vous voulez faire? Avant ça, comment il vient le projet? Alors, comment dire, je te laisse. Comment il vient Écoute, en début d'année 2025, on a toujours parlé un peu de nos projets en side et voilà, on se donnait des conseils mutuels et tout. Et en fait, à un moment, on se dit, mais putain, mais pourquoi on fait pas un truc toutes les deux parce qu'on est quand même hyper complémentaires. Moi, j'ai envie de créer une course, de se dire, ok, vas-y, on fait un truc qui nous ressemble, tu vois, avec des vraies valeurs, parce que t'as quand même souvent pas mal de courses à pied, d'événements sportifs où c'est, comment te dire, très greenwashé et très bullshit sur beaucoup de choses. Le but, c'est de faire du pognon. Alors, on va pas se mentir, l'idée aussi, c'est que tout le monde gagne sa vie, hein, mais pas dans le même esprit. T'as quand même un côté avec nos valeurs, en fait. Voilà. Et on en parle, et puis ça mûrit, et puis go, en fait. Je sais même pas à quel moment on s'est dit, vas-y, on y va. Tu me dis, voilà, mais pourquoi on ferait pas une course, nous et toi, avec ton horizon dans le 93, on peut le faire dans le 93. Et là, je dis, mais oui, en politique de rayonnement pour le territoire, bam, bam, magique. Et je dis, bah ouais, feu. Et comme moi, j'ai entièrement confiance sur ses capacités factuelles de businesswoman, je me dis qu'on peut le faire, ok, feu, on y va, et c'est parti, quoi. Du coup, il faut rester là-dessus quand même. Parce que nous, on a découvert le projet, on se rappelle, là, dans ce fameux hôtel où on a nos habitudes. Et on a l'impression que vous le faites effectivement comme ça. Ouais. En gros, il y a une idée, let's go, on y va. C'est un rapport au côté idéation, directement création. Pour vous, le cheminement est rapide, c'est lent. Le côté financier, mettre en place, tu vois, projeter en fait un projet financièrement parlant, voir la viabilité. Et elle, après, elle décline sur la partie politique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a les bons contacts? Mais je pense qu'en fait, pour revenir sur l'amont, tu sais, finalement, il y a eu un temps de process. Maintenant, il est plus facile à voir. On ne parlait pas encore de l'ultra, mais comme tu disais, on parlait beaucoup de ce qu'on avait envie, de ce qu'on a envie de changer, de ce qu'on avait envie de créer. Donc finalement, ça, 1-2 ans, en fait, on parlait beaucoup là-dessus de manière différente. Et je pense que cette chose, finalement, lorsqu'elle est intervenue, enfin ce projet, lorsqu'il est sorti, lorsque tu l'as verbalisé, et on l'a verbalisé ensuite ensemble, finalement, c'est venu comme ça, mais il y avait peut-être 1 ou 2 ans de process de maturation sans savoir ce qui allait en sortir, au final. Donc l'ultra, est-ce que vous pouvez nous dire donc, ce que c'est concrètement avec tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, vos valeurs? Alors ce projet, donc cette course, c'est bien plus qu'une course. En vrai, c'est un projet citoyen. C'est la récupération par la société civile de son pouvoir véritablement. Puisque nous, ce qu'on veut grâce à ce projet, c'est fédérer un maximum de personnes et de pans de la société avec des visions complètement différentes autour de ça. Et que ça circule, que les idées, que l'argent, que tout circule avec toutes ces personnes autour qui vont œuvrer aussi pour le projet. L'écologie sociale, économique, tout ce qu'on fait, le vrai sens de synergie, de co-construction. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le construit. Et nous, les valeurs de ce projet, les valeurs qui nous ressemblent, qui nous lient, les valeurs qu'on a perçues dans le sport, elle et moi, mais surtout aussi ce département. Alors moi, ce département, je le connais particulièrement bien, et c'est un département, j'aime à dire que c'est un département pirate. C'est-à-dire qu'on est capable de passer par les fenêtres quand les portes sont fermées, qu'on est vif, qu'on est innovant, qu'on est capable en fait de créer à partir de n'importe quoi et créer des trucs de fou. C'est une terre de champions depuis toujours. Et il y a tout à faire. Enfin, c'est vraiment, si on arrive à le faire là, il y a tous les facteurs pour qu'on arrive à faire un super projet ici et qui puisse donner l'élan pour inspirer par ailleurs. Et donc nos valeurs, on en a 3. Là pour le coup, on est très factuel sur nos valeurs, c'est la résilience. Être capable de transmuter à partir de rien ou pas grand-chose. La valeur du dépassement de soi, dépasser sa condition, sa vision, ses prises. Dépassement de performance, bien sûr aussi, mais pas que. Et l'écologie sociale. L'écologie sociale, ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la solidarité, c'est le lien, le pont qu'on fait avec les gens. En fait, c'est comme ça en fait que le vrai pouvoir s'applique, se diffuse, que les idées circulent et que tout puisse circuler, que ce soit l'économie et que ce soit en fait l'entraide. Et ça fait vraiment partie de la construction et de la déclinaison du projet. Voilà, ça, c'était ma partie politique. D'où le fait de faire sur un territoire, comme tu as dit, dynamique, et qui aussi a besoin d'énergie effectivement créatrice. Du coup. En fait, il en a plein. Il y a tellement de choses sur ce territoire que là-dessus, c'est tellement facile en fait de faire quelque chose qui a du sens, qui est porteur, qui va rayonner. C'est un département monde, ce territoire. De par
la complémentarité, la diversité de ces diasporas, de ces visions donc, et de ces manières de faire et tous les liens à l'international ou avec les autres départements également. Je veux dire, c'est le département idéal et surtout que ça a réagi tout de suite. Tous les politiques de gauche, de droite, tout le monde a compris le sens du projet et tout le monde a compris qu'il avait quelque chose à y gagner, mais en termes de rayonnement, de visibilité, d'entraide, de liens, de connexion et de mise en valeur du territoire et de tout ce qui est fait par les gens du territoire ou pour les gens du territoire. Vous passez dans combien de villes? Une vingtaine. Ouais, voilà, à peu près. Est-ce que c'est cette volonté aussi d'être très transversale, j'ai envie de dire, le fait de traverser autant de villes? La volonté de traverser beaucoup de villes, la volonté aussi de traverser des villes qu'on ne traverse pas en général. Parce que c'est vrai que tu vois, on parle beaucoup de l'héritage des Jeux, mais quand tu parles d'héritage des Jeux, tu parles de Saint-Denis en fait. Concrètement, hein. Même si on respecte énormément Saint-Denis, on adore Saint-Denis, il y a plein de choses très bien là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a des villes qui ne voient pas trop la couleur de l'héritage des Jeux, malheureusement. En tout cas, en tant que public, voilà, il y a des choses qui sont faites partout, ça c'est sûr, mais en tout cas en public extérieur, on ne voit pas vraiment. Et donc, ouais, notre volonté, c'était vraiment d'aller dans les villes qui n'ont pas ça en général, quoi. Moi, j'ai 3 questions sur l'Ultra. J'ai attendu ce moment. Première question, tu l'as dit par rapport aux villes que vous pouvez passer. Certaines villes, je pense, ne sont pas très familières avec la course à pied et a fortiori potentiellement peut-être l'Ultra. Est-ce que quand vous avez présenté le projet, vous avez senti des réserves spécifiques ou au contraire, justement, il y avait le caractère un peu innovant, même pas un peu, même beaucoup de votre projet a fait boule de neige et tout le monde a voulu s'engager sur le dispositif? Je pense qu'en réalité, on ne le vend pas comme une course à pied déjà. Ouais. On le vend comme un projet solidaire, si je puis dire, où en effet, le but, c'est de mettre en avant le 93, le patrimoine du 93, les entreprises, les associations. Donc, si tu veux, ça me paraîtrait quand même très compliqué qu'une ville te dise « Bon, attendez, c'est pourri votre truc ». Non mais, tu vois, dans la réalité des faits, ou alors ça veut dire que la personne qui est en place, elle veut pas vraiment le bien de sa ville, tu vois. Donc je pense que non, enfin en réalité, c'est vrai que toutes les villes qu'on a vues, dès la première présentation, ils avaient envie de nous suivre. Après, tu as des côtés politiques qui font que, voilà, mais en réalité, on n'a pas eu de... Et comment vous avez réussi justement à engager votre réseau de partenaires? Partenaires au sens large, tu l'as dit, les différentes villes, le réseau des entreprises, les associations aussi. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, qu'est-ce qu'il vous manque, entre guillemets, en tout cas, qu'est-ce qu'il vous faut encore aujourd'hui pour arriver à cette échéance d'avril 2026 pour déployer l'Ultra? Notre réseau de partenaires, je pense que c'est notre travail en amont, Amirana et moi. Justement, la confiance que les gens ont en nous, que ce soit pour elle ou pour moi, je pense que les gens savent très bien qu'on ne va pas se foutre dans un projet qui ne soit pas viable, qui ne soit pas sérieux, qui n'avance pas. Donc je pense que notre sérieux et notre... reconnaissance. C'est utile travail. Donc ça c'est pour la partie nos partenaires, que ce soit financier, que ce soit politique, que ce soit même nos collaborateurs. Après, ce qui nous manque, du pognon, hein, ça c'est sûr. Non mais blague à part, on en parlait, c'est vrai que le contexte économique avec la situation politique actuelle est très très complexe. On a du mal à trouver des financements et voilà, c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui, le côté financier qui devait avoir un peu plus d'impact, en tout cas sans ce contexte économique actuel. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire en macro, comment monter un projet de cette envergure en partant de zéro, donc sans fonds, j'ai envie de dire, sans soutien directement matérialisable? Comment vous avez fait? Quelles ont été les grandes étapes? On a fait des projections financières et puis on a des étapes clés à passer. Et puis voilà. C'était quoi les étapes clés? Les étapes clés, c'est déjà de se faire accepter par toutes les villes, de créer un parcours qui soit sécurisé. Parce que, dans les courses à pied, dans le monde du sport, tu as quand même un gros côté de sécurisation des parcours, d'assurance, de médical. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les étapes clés de se dire, ok, est-ce que le projet, alors certes l'idée elle est belle, mais est-ce que sur le terrain, est-ce que c'est vraiment faisable? Aujourd'hui, on a des petits points où il faut encore améliorer, mais ça va se faire tranquillement, mais ça va se faire. L'étape qu'on a passée en certain temps, c'était d'arriver des équipes. Nous, aujourd'hui, les équipes, elles savent que si le projet il fonctionne à la fin, et elles auront... alors, je ne sais pas si Miranda va être OK, mais ils auront la même reconnaissance que nous, en fait, parce que ce n'est pas que nous, le projet, c'est toute l'équipe. Souvent, moi, j'allais dire que, OK, on est peut-être les deux initiatrices, mais c'est pas nous qui le faisons. Hein.
même si on fait un petit peu, mais... Ouais, ça, c'est un point important, ouais, la place de l'équipe. Première question, déjà, comment vous avez réussi à constituer une équipe qui colle à vos valeurs? Je vous laisse répondre. Puis la deuxième question, je pense qu'Olivier pourra rebondir là-dessus sur le sens de l'équipe. Première question déjà sur la constitution en tant que telle. On a été chercher dans notre réseau, très clairement. Alors aujourd'hui, l'équipe, elle est beaucoup plus opérationnelle, parce que c'est vrai qu'on a des gros besoins en termes d'opération. Et puis, sur le réseau qu'on avait, on a échangé avec des gens, on a eu des coups de cœur pour des personnes, typiquement Ethan, qu'on a croisé chez vous la première fois. Il n'y a même pas de sujet, franchement. En vrai, s'il a fait un entretien d'embauche de 15 minutes, c'est le grand max. Hein. Non, mais on va pas se mentir, tu vois. On était déjà convaincus. Il est venu, il avait tout de suite le bon comportement, la bonne motivation, la tchatche qu'on attendait. Et tu vois qu'au fond, il est hyper motivé. Et puis, tu vois, il est top. En fait, il a dit un mot magique lors de l'entretien de 15 minutes. Il a parlé de réseau. Là, on s'est regardé. Enfin, vas-y, c'est bon. Il a tout capté, là, c'est bon. Il pourra dire, il remercie, hein, voilà. mais voilà, et je pense qu'à peu près chaque personne de l'équipe, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas eu trop de sujets. Non, alors effectivement, comme c'est une équipe opérationnelle, c'est des gens qui vont travailler avec Julie en fait pendant les JO. Donc là, c'est toute la partie opérationnelle parce que moi, toute notre partie, c'est les mises en contact et les réseaux. Et c'est des gens qui sont déjà en poste, donc on n'a pas besoin à titre opérationnel. Donc c'est les gens que Julie a déjà éprouvés en fait. Et en qui j'ai full confiance. Tu vois, on a Alexia qui gère nos opérations, qui était Madame Marathon pour tous. Moi, je sais ce qu'elle vaut et je sais ce qu'elle va faire pour le projet, je sais l'implication qu'elle va y mettre. On a Anthony qui est journaliste sportif qui gère notre com et nos réseaux sociaux et relations presse, qui est un très bon ami à moi et tu vois, on a 1000 confiance. 100% confiance en lui et tout ce qu'il fait, c'est génial. Et en fait, toutes les personnes à qui on parle du projet, tu ressens la personne, tu te dis, ouais, bon, en fait, la personne, elle va se donner autant que nous. Et c'est ça qu'on veut. Ouais. C'est que la personne, elle se donne autant que nous dans le projet, quoi. Ouais, on sent tout de suite quand ça résonne et quand ça fit et on sait que là, c'est bon, ça va matcher. Et en revanche, à côté de ça, il y a aussi ceux qui nous tiennent différemment. Et pour le coup, nous, on est logés, on a les locaux par un ami à moi qui est aussi, qui est chef d'entreprise multicasquette. Idir, qui nous offre les locaux sous forme de mécénat. Très, très gracieux, mécénat. Un ami aussi qui nous a fait le site internet et toute la partie graphisme, Hervé Kinova, parce que pareil, ça résonne avec lui et parce que ça fait partie des gens que je connais et qui ont confiance et qui ont après découvert Julie et qui de toute manière ont vu la crédibilité évidente. Donc voilà, il y a les équipes opérationnelles qui sont là et tous ceux qui nous accompagnent à titre de mécénat, mais parce qu'ils croient et parce qu'ils ont compris et parce qu'ils résonnent avec nos valeurs. Donc voilà comment on se complète sur la constitution de l'équipe. Tu as celle-ci et puis tu as celle qui nous entoure, qui nous soutient. De mon côté aussi, tu vois, j'ai rencontré Antoine dans une société sur les jeux. Alors pour te dire, la rencontre que j'ai eue avec lui, c'est que j'ai eu un mec surexcité en face de moi qui m'a monté un truc. On va pas on te connaît pas, mais si tu nous écoutes. Oui, il confirmera, je crois. Il va se marrer. On a négocié fort et je me suis dit, mais de quelle merde je me suis foutue, le mec il va tout me planter. Je vais perdre mon taf. Tu vois, et en fait, ça s'est super bien passé et tu vois, je sais pas, on a gardé super bon contact et au final, lui, il monte sa boîte qui cartonne avec un associé. On lui parle du projet, je lui présente Mirona, ça match tout de suite et il nous aide, il nous accompagne financièrement parlant. Et pour la petite histoire, si je peux me permettre, tu sais ce que je veux dire, c'est un mec de Noisy de ma ville. Voilà. Donc tout de suite, ça a connecté. Voilà. Et on a aussi Réfi Nutrition que j'ai rencontré sur une soirée de gala. C'est marrant parce que c'était pour les Bleuets. Et en fait, en 2 secondes, je sais pas, ça a matché, ça a grave matché, et puis voilà, ils nous suivent sur le projet. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment la relation humaine, mais qui fonctionne bien sur le projet, ouais, je pense. Olivier, j'ai une question, puis tu pourras compléter, je pense que tu as beaucoup à dire aussi là-dessus. Par contre, tu as toujours beaucoup à dire. Ouais, je suis pour toi, comme normalement. Mais je vais essayer de la formuler clairement. Sur la place des équipes, puisque effectivement on n'est pas tout seul dans un projet, notamment quand il y a des fondateurs, puis ensuite une équipe qui se constitue derrière, mais l'état d'esprit des fondateurs, parce que c'est ou des fondatrices, parce que c'est leur projet initial, il y a forcément un engagement qui est peut-être supplémentaire, avec un supplément d'âme. Comment transmettre ce supplément d'âme aux équipes
qui ne sont pas créatrices ou fondatrices du projet en tant que tel, à la base? Moi, je pense qu'il faut. Alors, ça va faire une réponse très bullshit, mais j'y crois vraiment. Déjà, être authentique. Pas essayer, tu le disais en amont, Mirona, pas essayer de se créer un rôle. Tu vois, tu as décrit certains traits de ma personnalité positifs, d'autres peut-être des axes d'amélioration. Mais c'est ok, je pense qu'il faut être authentique. Il y a certains points où je pense qu'une partie des équipes sait où elles peuvent venir me voir, ou d'autres, il faut mieux qu'elles passent par Wendy ou par toi, et inversement, c'est en dynamique. Donc c'est de rester authentique, et je crois après beaucoup, peut-être que les grands bouquins de management iraient à la pointe de ce propos-là, mais je crois beaucoup par la preuve par l'exemple. Ouais, tu peux impulser des choses, ouais, tu peux être fondateur ou dirigeant, ce que tu veux, mais tes équipes, elles te suivront toujours plus quand elles vont te voir faire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire parfaitement, il faut juste faire, il faut impulser, il faut être aussi transparent, dire ok les gars, on a fait X choses et c'est bien, que ce soit au début, au milieu ou à la fin du projet, dire aussi quand ça va moins bien, dire ok les gars, on a tel objectif, c'est important pour nous, sans pression, on va le faire tous ensemble, mais ça reste un gros projet pour nous. Et je pense être en communication permanente avec les équipes, faire, et accepter aussi que ça peut parfois être compliqué. C'est-à-dire, c'est pas gravé dans le marbre, il faut être agile, il faut avoir de la souplesse. Il y a des jours où ça va très bien se passer, des jours où ça va moins bien se passer. C'est ok. Vous, sur votre rapport au management d'équipe, est-ce que vous avez tendance à vous adapter à chaque personnalité de votre équipe, ou bien à avoir une attitude globale et à piloter selon vous ce qui vous anime? Alors pour le coup, je pense pas qu'on s'adapte. Enfin, en tout cas pour ma part, moi je pense pas m'adapter. Par contre, je sais recruter des personnes avec qui ça va matcher. Tu vois, moi je sais que... Alors c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais ça va vite en fait. J'ai besoin de quelqu'un, quand je dis ça, tout de suite il pense comme moi et la phrase d'après, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes nos équipes, elles fonctionnent comme ça. C'est des personnes qui sont très indépendantes en plus, qu'on n'a pas besoin de materner. Et ouais, franchement, demain, nous, on n'est pas là, on peut fermer la baraque. Tu vois. Peut-être pas quand même, mais bon. Pas encore, mais ça va venir. C'est le but, oui, tu vois, mais oui, mais c'est oui. le but. Donc, en tout cas, et moi, dans mes expériences précédentes en management, non, je m'adapte pas forcément aux personnes. L'équipe s'adapte au projet, en fait. Voilà. Et aux besoins. Mais je pense qu'on a des manières différentes de le faire. Ouais, complètement, mais complémentaire. Moi, je repensais à mes expériences précédentes, puisque moi, j'ai été amenée à recruter des personnes très précises, avec des personnalités très précises, qu'il fallait qu'ils fitent avec des grands généraux à l'étranger, tout ça. Donc, c'était très complexe. Et donc, il fallait... Il n'y a pas une question d'adaptation, mais il fallait que ça soit la bonne combinaison. Et de toute façon, ça rejoint ce que dit Julie. Pour que ce soit la bonne combinaison, de toute manière, il faut que la personne ait certaines valeurs, un certain mécanisme de fonctionnement. Oui, que ça évite. On partage ce point-là. Et puis le côté aussi, dans l'agilité, beaucoup d'agilité, mais aussi et surtout, et ce que tu disais, c'est des personnes qui sont très indépendantes et qu'on n'a pas besoin de materner. Et ça, c'est super important. Je pense que même pour nous, de manière globale, même indépendamment en fait, de ce projet-là, enfin, moi, j'aurais pas la patience. Toi, tu as plus managé des grosses équipes et tout. Moi, je l'ai fait complètement différemment et en finesse subtile de l'être humain parce que c'était très complexe. Mais les deux sont agençables ensemble. Ouais. Et tu vois, à contrario, on va pas les materner. Par contre, moi, tu touches pas quelqu'un de mon équipe. Ah non, mais tu as un client ou un mec qui leur parle mal. Déjà, en général, les gens ne se permettent pas de le faire quand je suis là, ils le font. Voilà. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue. Et là, j'aurais aucun problème à rentrer dedans. On se dirige tranquillement vers la fin. Je me tourne vers la prod. Là. Je pense qu'on est bon en timing. Quand même, juste avant, une ou deux dernières questions, notamment sur le réseau. Tu en as parlé tout à l'heure quand on évoquait Ethan. C'est un axe sur lequel vous travaillez, on travaille beaucoup. Comment vous développez votre réseau? Première question. Deuxième question. Puisqu'on parle de valeur dans vos équipes, est-ce que vous transposez cette recherche de valeur auprès de vos partenaires? Est-ce que vous voulez travailler avec des partenaires qui ont les mêmes valeurs? Moi, ce que je vais chercher, c'est toujours trouver la synergie avec la personne avec laquelle je vais parler ou que je vais rencontrer. Et je vais prendre beaucoup de temps à faire maturer la relation. Mais pourquoi? Parce que
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'individu et de comprendre ce qu'il est, comprendre comment il fonctionne. Et ensuite, après, donc, créer un lien de confiance qui fait que, OK, donc on se connaît un petit peu, à peu près, on se fait un peu confiance. Et au fur et à mesure, on va comprendre quelles pourraient être nos synergies. Et des fois, c'est pas grave, ça se transformera pas en business, on s'en fiche. Mais il y aura toujours quelque chose, il y a toujours des ponts avec les individus, même très différentes, et même très différents, pardon. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher la synergie. Mais il faut du temps pour ça, et puis il faut que la relation de confiance, ça se crée. Et moi, je prends vraiment le temps à passer du moment avec les gens, mais du moment humain. Je le développe et puis ça fait 20 ans que je fais ça, donc à force, effectivement, le maillage est large et très divers pour cet aspect. Et sur la seconde question, qui était, parce que du coup, elle était aussi... Sur les partenaires. Ouais, Est-ce qu'ils doivent partager? Ouais, alors ça, c'était un de nos gros sujets, parce que... Bon, on est backstage, ok. Donc, c'est facile quand c'est des partenaires qui résonnent avec nos valeurs. Ça prend tout de suite, ils captent tout de suite, ils ont envie, ok. En revanche, ce qui est un peu plus difficile, c'est les gens qui ne comprennent pas le projet. Et là, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Ils ne comprennent pas, ils ne partagent pas les valeurs, ben on s'en fout, on ne fait pas avec eux. Et en fait, je me suis dit, non, il y a toujours une synergie à avoir et eux recherchent certaines choses qui leur sont utiles et dont ils ont besoin et pour lesquelles ils œuvrent, toute la partie importante pour nous aussi, RSE. C'est pas grave, il y a une synergie, elle est celle-ci. Et le but de la résilience, de la transmutation, c'est d'aller récupérer cette synergie, de la transformer, de l'adapter à nous et la transformer. En fait, c'est de l'alchimie et la transformer pour nous, pour nos valeurs, pour notre réseau. Mais l'alignement, il a été compliqué parce que spontanément, tu as envie de dire tu captes pas le projet, tu partages pas nos valeurs, tu as une vision un peu peut-être fermée du territoire, tu captes pas ce que c'est. En fait, non. Non. La base, c'est le pont et la bonne synergie et d'aller ensuite faire de l'alchimie, de transformer ça en or, mais sur différents aspects et pour tout le monde, en fait, et que tout le monde soit gagnant. Donc juste, toi, tu gardes un partenaire qui partage pas les mêmes valeurs, tu le gardes pour en tirer le meilleur. En fait, je vais aller chercher. Après, si c'est inconcevable, incompatible, il n'y a pas de sujet. Mais je vais toujours aller chercher ou aller comprendre en fait où est la compatibilité, si on a une. Et il y en a toujours. Il y en a toujours. Ouais, alors moi, j'ai plus bizarrement, ça match ou ça match pas. Et en fait, j'ai toujours fait comme ça dans toutes mes relations. Et en fait, la première impression, c'est marrant parce que l'autre fois, je disais à Ethan, tu donnes qu'une seule fois une première impression, donc c'est important. Et en fait, la première impression, tu vois à peu près la personne. Je pense que peut-être, alors c'est un peu sexiste ce que je dis, mais les femmes, on a un peu sixième sens. De se dire, ok, tu rencontres quelqu'un, tu sais ce qu'il y a vraiment dans cette personne. Et moi, voilà, je m'arrête souvent à ça. Et ça fonctionne plutôt très bien et je me trompe rarement. Or que Mirona, tu vois, elle va aller plus loin, elle va persister. Parfois, je lui dis, mais laisse tomber ça. Laisse tomber. Elle me dit, mais non, j'insiste. Et parfois, elle a raison et parfois, j'ai raison. Enfin voilà, je pense que le mix est plutôt bien. Après, pour les partenaires, je pense que c'est un sujet global du sport, ta question, parce que aujourd'hui, tu as des grosses boîtes qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas forcément nos valeurs. Et en général, celles qui ont exactement les mêmes valeurs que nous n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, est-ce que tu fais un choix de te dire, OK, comme exactement ce qu'a dit Mirna, tu vas essayer d'aller chercher des synergies sur des points communs, et là, tu travailles là-dessus et tu mets ça en avant, ou est-ce que tu te dis non, mais par contre, du coup, ton événement, il ne va pas exister parce qu'il n'y a pas de thune, en fait. Et tu vois, c'est ce que je disais à Mirna, si demain Total Energy veut devenir partenaire, ouais, j'irai le défendre parce qu'au moins, ils font une action, ils donnent de l'argent à une association qui veut faire quelque chose de bien. Et alors oui, c'est sûr, on ne va pas se mentir, c'est pas en termes d'écologie les meilleurs. Hein. Mais ils essaient de faire quelque chose derrière, on va essayer de développer. Et je suis désolée, aujourd'hui, le sport, il n'y a plus de fonds publics. Enfin, je veux dire, c'est quand même le sujet, ça fait partie des sujets politiques. Il n'y a plus de fonds publics, il y a besoin d'argent. Et aujourd'hui, c'est le privé et des grosses boîtes qui ont de l'argent qui vont sponsoriser le sport et qui vont faire vivre le sport. Je veux dire, toutes les fédérations, elles vont voir du privé maintenant. Qu'est-ce que nous, on va se priver de se dire non, nous, on a des valeurs, ça ne va pas le faire. Non, en fait, je suis désolée. On a des valeurs, on va trouver, comme disait Mirna, les bonnes synergies et le bon axe de communication et le bon axe de travail avec eux. Mais on va y aller, ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'avenir? Le succès du projet. On arrive réellement à avoir plein de participants, à avoir toutes les actions, et je pense qu'on est plutôt bien parti pour les actions qu'on met en place avec les associations, les entreprises du 93. Tu vois, il y a même des entreprises qu'on découvre et on ne pensait pas que ce serait possible dans certaines prestations.
Donc non, vraiment que le projet il soit aligné à 100% et qu'il cartonne, quoi. Et surtout qu'il en inspire d'autres. En fait, c'est ça, le but, c'est de donner l'élan à d'autres, de faire comme ça et de développer d'autres projets qui bénéficient à tout le monde, qui agrègent l'ensemble des pans de la société. Bon, c'est du coup ce qu'on vous souhaite. Merci. On va couper là-dessus. Allez. Vas-y.